À mon mariage, tandis que les invités riaient et sirotaient du champagne, mon beau-père, Gérard, se leva soudain de sa chaise. Le visage fermé, sans le moindre avertissement, il arracha le micro des mains du témoin. Sous la table, je serrai la main de Julien, sentant en moi pulser un mélange d'excitation et d'inquiétude, et sans imaginer une seule seconde ce qui allait se produire. La grande grange rénovée brillait sous les guirlandes lumineuses, les tables bourdonnaient de conversation et de rires, et je m'autorisais enfin à croire que le bonheur était quelque chose qui nous appartenait désormais. Et puis Gérard prit la parole, et tout se fissura autour de moi, comme du verre qui éclate. « Je pense que tout le monde ici devrait savoir, » déclara-t-il d'une voix sèche et tranchante. « Elle n'est avec lui que pour son argent. » La salle se figea. Les fourchettes restèrent suspendues en l'air. Les conversations s'interrompirent. Des centaines de regards se tournèrent vers moi. La joie et le rire s'effaçaient peu à peu de leurs yeux, remplacés par la stupéfaction, le trouble, le soupçon. Je souris, parce que si j'avais pleuré, il aurait gagné. Je souriais, sentant ma gorge se contracter sous la douleur, ma poitrine s'emplir d'une brûlure de honte. Julien serra ma main plus fort, son corps tendu, mais ni lui ni moi ne bougions. Gérard se tenait droit, assuré, savourant chaque seconde du silence qu'il venait lui-même d'imposer. J'avais envie de me défendre, de me lever et de raconter à tous qui j'étais vraiment. Pas une femme intéressée, mais une femme qui avait reconstruit sa vie morceau par morceau après être restée sans rien. Mais je ne dis pas un mot. À cet instant, le silence me parut plus puissant que n'importe quelle justification. Les invités remuaient, se regardaient, chuchotaient. La plupart se contentaient de fixer la scène. Et alors, doucement, presque imperceptiblement, mon fils de 8 ans, Léo, glissa de sa chaise et, la serviette encore coincée dans le col de sa chemise, se dirigea vers le micro. Sa petite silhouette paraissait minuscule sous les poutres hautes de la grange, mais son pas était assuré. Je me redressai légèrement, le cœur tambourinant dans ma poitrine, mais lorsqu'il se tourna vers moi et croisa mon regard, je me pétrifiai. Son regard était calme, sûr. Il se tourna vers Gérard, l'homme qui venait d'humilier sa mère devant tout le monde. « Papy, » dit Léo d'une voix égale, « tu veux leur dire ce que tu as fait à mamie ?» Le silence se rompit comme une corde trop tendue. Un verre glissa des mains de quelqu'un et se brisa au sol. Des soupirs et des exclamations parcoururent la salle. Toute l'attention qui, un instant plus tôt, pesait sur moi, se retourna soudain contre Gérard. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son visage pâlit. Et pour la première fois de la soirée, ce n'était plus moi qui me retrouvais sur le banc des accusés. La vérité, enfouie depuis tant d'années, faisait irruption à la surface, et ce n'était pas moi qu'elle venait détruire. Le matin du mariage m'avait accueilli d'une lumière douce et dorée filtrant par la fenêtre. Les champs s'étendaient au loin, parsemés de fleurs sauvages ondulant sous la brise légère. C'était ce genre de matin qui promettait le bonheur. Debout devant le miroir, je rectifiais la simple boucle d'oreille en perles que m'avait offerte Julien, et une légère trembleur glissait sur ma peau, un mélange d'émotion et d'attente. Je n'aurais jamais cru recevoir une seconde chance d'aimer, encore moins une chance aussi pure, aussi authentique. Après l'effondrement de mon premier mariage sous le poids du mensonge et de la solitude, j'avais décidé que les contes de fées n'étaient réservés qu'aux autres. J'avais appris à reconstruire une vie pour Léo et moi, pierre après pierre, à travers la fatigue et la douleur, jusqu'à ce que Julien apparaisse. Je l'avais rencontré lorsque j'avais été engagée pour rénover l'intérieur des bureaux de son agence d'architecture. Il était attentif, demandait toujours mon avis, écoutait comme si mes mots avaient réellement du poids. Au début, nous ne faisions que boire un café pendant les pauses, travailler tard en traçant des plans, puis quelque chose de plus fort, d'indéniable, avait grandi entre nous. Il m'avait réappris à croire, non par des promesses, mais par de simples gestes. La façon dont il se souvenait de mon thé préféré, dont il riait aux blagues enfantines de Léo,
comme s'il y avait là quelque chose de vraiment précieux. Julien n'avait jamais cherché à me changer. Il me prenait simplement tel que j'étais. Il était juste là, fiable, chaleureux, vrai. Léo l'avait adoré presque immédiatement. Ils construisaient ensemble des châteaux en Lego, organisaient des batailles épiques avec des épées en mousse dans le jardin et chuchotaient qu'un jour, ils me construiraient une cabane dans un arbre. Simplement parce qu'ils en étaient capables. Les voir ainsi était à la fois douloureux et magnifique. L'amour enserrait ma poitrine jusqu'à m'en couper le souffle. Mais tout le monde n'en était pas ravi. Gérard, le père de Julien, n'avait jamais caché qu'il ne me jugeait pas digne de leur famille. À ses yeux, je n'étais qu'une mère célibataire au joli sourire et au porte-monnaie trop léger. Ses sourires étaient minces et ses compliments aussi tranchants que des lames. Au dîner de la veille du mariage, il était resté à l'écart, trinquant avec d'anciens partenaires, sans même s'approcher de notre table. Je me disais que ce n'était pas important, que la seule approbation dont j'avais besoin était celle de Julien et de Léo. Mais chaque fois que je croisais le regard de Gérard au loin, un nœud d'angoisse se resserrait quelque part en moi. Le lieu du mariage était exactement celui dont j'avais rêvé. Simple, mais magnifique. Une vieille grange restaurée, décorée de voilages blancs et de guirlandes lumineuses, entourée de grands chênes dressés comme des gardiens silencieux. Sur les tables, des roses couleur poudre et une vaisselle fine ourlée d'or. Tout exhalait une chaleur douce, presque domestique. J'avais enfilé une robe légère, en dentelle, sans extravagance, mais parfaitement mienne. Julien portait un costume bleu nuit avec une rose blanche à la boutonnière. Lorsque j'avais avancé vers lui et vu son regard posé sur moi, comme si je n'étais que la seule personne au monde, toutes mes peurs s'étaient dissipées. Nos vœux étaient simples et honnêtes. Promettre de lutter, d'écouter, de pardonner. Léo se tenait à côté de nous, tenant les alliances, rayonnant au point que ses joues semblaient prêtes à éclater sous le sourire. Au cocktail, les rires fusaient, la musique vibrait, les enfants couraient pieds nus sur l'herbe. Un instant, j'eus l'impression que toutes les cicatrices du passé avaient disparu, comme si elles n'avaient jamais existé. Quand vint le moment des discours, je me blottis contre Julien et ressentis une paix absolue. Le témoin plaisanta sur ses talents culinaires désastreux. Une amie raconta comment, adolescente, nous rêvions de nos mariages, et comment la réalité s'était révélée différente, mais plus belle. Du coin de l'œil, je regardais Gérard. Il était tassé sur lui-même, faisant tourner dans sa main un verre de cognac ambré. À cet instant, j'avais vraiment envie de croire qu'il passerait la soirée en silence. Je me trompais. Lorsque Gérard se leva et saisit le micro, une vague d'incompréhension parcourut la salle. Les gens se retournèrent. Certains applaudirent poliment, s'attendant à un toast maladroit mais formel du père du marié. Au lieu de cela, Gérard réduisit tout en poussière d'une seule phrase. Assise maintenant avec ce poids sur la poitrine, je compris, ce n'était pas un toast. C'était un coup. Froid, calculé, porté au moment le plus vulnérable. Et pendant une seconde, il avait presque atteint sa cible. Jusqu'à ce que Léo, de ses petits pas assurés, me rappelle « La force la plus puissante n'est pas celle qui retient, mais celle qui se lève, même quand on est petit et qu'on a peur. » Les mots de Gérard restaient suspendus dans l'air, lourds, tranchants. Elle n'est avec lui que pour son argent. Un instant, personne ne bougea. Les musiciens se turent. Les conversations se coupèrent net. Tous les regards se braquèrent sur moi, sans bienveillance, emplis de doute et de pitié. Je me figeais, serrant la main de Julien si fort que mes jointures blanchirent. Je sentais toute la tension monter en lui, comme une tempête prête à éclater. Je voulais répondre, rire, me lever et déchirer ses accusations en lambeaux, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je m'étais préparée à beaucoup de choses en ce jour, mais pas à cela. Julien se pencha, prêt à se lever, mais Gérard poursuivit. Sa voix était posée, mesurée, comme une fumée envahissant toute la grange. « Mon fils a toujours eu un bon cœur, » dit Gérard, regardant Julien puis balayant la salle du regard.
Trop bon. Cela l'aveugle, l'empêche de voir ce que les gens veulent croire vraiment de lui. Des chuchotements nerveux parcoururent la salle. Les amis se regardaient, incertains de devoir intervenir. Certains me lançaient un regard désolé, mais la plupart attendaient simplement la suite. Suspendus au drame. Je sentis mon souffle devenir court, haché, irrégulier. Ma robe de mariée, légère et magnifique, quelques heures plus tôt, me serrait désormais la poitrine, comme un filet m'empêchant de respirer. Gérard souleva légèrement son verre, comme s'il s'apprêtait à porter un toast, et sourit, étroitement, froidement. A la capacité de voir les choses telles qu'elles sont, au bon moment. Il se rassit, laissant tomber le micro sur la table. Le choc résonna bruyamment, l'écho roulant dans la salle avant de s'étouffer dans un silence funèbre. Je fixai mon assiette. Mon regard flottait, comme à travers de l'eau. Un grain de salade, une petite tomate cerise, roula jusqu'au bord de l'assiette et resta là, intacte, dérisoire dans sa banalité. Tout tournoyait autour de moi, mais cette tomate restait immobile. Julien se tourna vers moi. Son visage brûlait de colère, mais quand nos regards se croisèrent, une douceur y apparut. « Je suis tellement désolé, » murmura-t-il. Sa voix tremblait, de rage et de peine. Je secouai la tête. Je n'avais pas besoin de sa pitié. Je ne voulais pas qu'il porte la culpabilité de la cruauté d'un autre. Je me redressai. Relevai le menton. Si Gérard voulait m'humilier, je ne lui laisserais jamais voir que je pliais. J'étais prête à parler, à me défendre, avec tout ce qui me permettait encore de tenir debout. Mais avant que je n'aie pu prononcer un mot, Léo bougea. Depuis la table voisine, où il était assis avec ma sœur et ses enfants. Léo se leva. Il essuya ses mains sur son pantalon, comme pour chasser des miettes imaginaires, puis avança. D'abord, je crus qu'il venait vers moi, cherchant refuge, comme le font les enfants quand ils ont peur. Je me penchai, prête à le prendre dans mes bras, à le protéger de toute cette laideur. Mais il ne vint pas vers moi. Il se dirigea droit vers le micro. La salle se figea. Tous se retournèrent et virent un petit garçon en gilet bleu, cravate bien nouée, debout sous la lumière crue des lampes. Léo se hissa sur la pointe des pieds, ajusta soigneusement le micro et regarda Gérard. « Papy, dit-il d'une voix calme, tu veux leur dire ce que tu as fait à mamie ?» Ces mots, simples et clairs, déchirèrent l'air comme une lame. Les invités poussèrent des exclamations. Quelqu'un renversa un verre. Le vin se répandit en une tache rouge vif sur la nappe blanche. Une femme éclata en sanglots. Une autre porta une main à sa bouche. Gérard, si satisfait un instant plus tôt, pâlit soudain. Il tenta de parler, mais sa voix le trahit. Il promena son regard entre Léo et les invités, comme s'il cherchait à deviner ce que l'enfant savait. La réponse était inscrite sur les visages. L'horreur, le choc, la compréhension. Je restais figée, déchirée entre la fierté et la peur. Léo se tenait là, minuscule mais inébranlable. Les mains jointes devant lui, les épaules droites. Il ne criait pas, ne pleurait pas. Il faisait juste face. Et en cet instant, sa vérité brillait si fort que même le mensonge de Gérard ne pouvait survivre à côté d'elle. Julien fut le premier à bouger. Il se leva, s'approcha de Léo et posa la main sur son épaule. Son regard ne quittait pas son père. « Tu l'as entendu ?» dit Julien d'une voix égale, mais de fer. « Il est temps que tout le monde connaisse la vérité. » Les invités restaient immobiles. Leurs regards allaient de Julien à Gérard, du passé au présent, de ce qu'ils croyaient savoir à ce qui se révélait soudain réel. Et pour la première fois depuis que Gérard avait ouvert la bouche, je souris. Pas parce que la douleur disparaissait, pas parce que c'était facile, mais parce que désormais, nous n'étions plus seuls. Gérard restait assis, pétrifié. Les mots de Léo flottaient encore dans l'air, lourds comme un brouillard qui s'abat sur tout le monde. Ses mains, qui quelques instants plus tôt tenaient son verre avec assurance, tremblaient. L'homme qui jugeait si vite, si durement, paraissait à présent traqué, mis à nu.
Julien se mit à genoux près de Léo et dit doucement, pour que seuls les plus proches entendent. « Tu as été très courageux. Tu as fait ce qu'il fallait. » Léo hocha la tête, sérieux, calme. Il ne gigotait pas, ne baissait pas les yeux. Je me levai, lissant ma robe de mes mains tremblantes, et les rejoignis. J'enlaçai Léo, le pressant contre moi, sentant son cœur battre d'un rythme sûr et régulier. Julien se releva, nous serra tous les deux, et nous devînmes un petit cercle, fragile d'apparence mais indestructible. La voix rauque et défensive de Gérard déchira le silence. « Ce n'est qu'un enfant, » souffla-t-il. « Il ne sait pas de quoi il parle. » Julien se redressa, sa voix claire mais ferme. « Alors, explique-nous, » dit-il. « Explique ce qu'il a entendu. Pourquoi maman avait peur de rentrer à la maison après son opération? Pourquoi elle pleurait cette nuit-là, quand elle m'a appelé en suppliant de ne pas raccrocher? Parce qu'elle avait peur de rester seule avec toi ?» Une vague de murmures secoua la salle. Les invités se regardaient, se cachaient derrière leurs mains, certains bouleversés, d'autres révoltés. Je serrai Léo plus fort, sans quitter Gérard des yeux. Il se leva brusquement, renversant sa chaise, le bois grinça sur le sol comme une lame. Son visage était tordu par la colère, mais derrière cette colère se cachait maintenant la peur, nue, désespérée. « Ça regarde la famille !» lâcha-t-il. « Ce n'est pas à exposer en public. »« Non, » répondit calmement Julien. « Les affaires de famille reposent qu'au sur la confiance, le respect et l'amour. Tu as perdu tout cela depuis longtemps, bien avant ce soir. » Je crus un instant qu'il partirait, qu'il tournerait les talons et s'enfuirait, laissant derrière lui rumeurs et décombres. Mais Gérard resta debout, figé, têtu, trop fier pour fuir, trop démasqué pour lutter. De la table de devant, son frère cadet, Olivier, se leva. Il avait toujours été discret, en retrait, évitant les conflits. Mais cette nuit-là, quelque chose en lui s'était brisé. « Moi aussi je l'ai entendu, » dit-il, la voix tremblante d'émotion. « J'étais là, ce soir où tu as dit à Élise qu'elle était un poids, que tu aurais préféré que l'AVC achève le travail. » Il inspira profondément, comme s'il se débarrassait de années de silence. « Je me suis tue, pensant que la vérité détruirait la famille, mais tu l'avais déjà fait toi-même. » Ces mots s'abattirent comme un coup sec. Gérard pâlit, ouvrit la bouche, incapable de former le moindre son. Les invités ne le regardaient plus avec doute, mais avec dégoût. Les chuchotements montaient, devenant un tumulte, indignation, colère, compassion pour la femme qu'il avait tant trahie. L'organisateur de mariage, comprenant où cela menait, fit un signe discret aux agents de sécurité près de l'entrée. 2 hommes adossés au mur échangèrent un regard, prêts à intervenir. Julien les observa, puis fixa son père. « Je pense qu'il est temps que tu partes, » dit-il. « Tu n'es plus le bienvenu ici. » Gérard parcourut la salle des yeux. Il comprit enfin, personne ne se lèverait pour lui, personne ne l'excuserait, personne ne ferait semblant que rien ne s'était passé. Il attrapa son veston d'un geste sec et se dirigea vers la sortie. Personne n'applaudit, personne ne l'appela. Les lourdes portes de bois se refermèrent derrière lui dans un bruit sourd, définitif. Le silence dura encore une seconde. Puis Julien se tourna vers les invités. Sa voix était calme, mais chargée de sincérité et de douleur. « Cette femme, » dit-il en me regardant, « est l'amour de ma vie. Elle n'est pas ici pour mon argent, mais pour mon cœur. Et je suis infiniment fière qu'elle soit désormais ma femme. » Les larmes remplirent à nouveau mes yeux. Mais cette fois, ce n'était ni la honte, ni la peur. C'était l'amour. Les invités se levèrent. La grange se remplit d'applaudissements. Pas polis, pas de façade, mais des applaudissements vivants, chaleureux, vrais. Les gens criaient, pleuraient, s'embrassaient, et au milieu de tout cela se trouvait Léo, le plus petit d'entre nous, mais le plus courageux. Il tenait ma main fermement, et je compris. Ce n'était plus seulement un mariage, c'était le moment où nous venions de reconquérir notre famille. Quand les portes se furent refermées derrière Gérard, l'air dans la salle changea. Le poids retomba. Pas d'un coup, pas entièrement,
mais nettement, comme une grande inspiration après une longue attente douloureuse. Pendant un instant, tous restèrent immobiles, figés entre les ruines de ce qui venait d'arriver et l'inconnu qui suivrait. Julien se tourna vers moi, et dans ses yeux, il n'y avait ni irritation ni colère, mais de l'amour, vif, indéfectible. Il fit un pas en avant, prit mes mains, et se pencha si près que, entre les chuchotements et le tintement des verres, il n'existait plus que nous. « Je t'aime », dit-il clairement, sans trembler. Et rien, ni les mots des autres, ni leurs actes, ne changera cela. Les larmes me montèrent aux yeux, et cette fois, je les laissai couler. Je n'avais pas honte. Je ne ressentais aucune gêne. Je me tenais au centre de la salle, entourée de ceux qui venaient d'être témoins du pire qu'on pouvait me jeter au visage. Et j'étais toujours là, plus forte qu'avant. Julien m'embrassa tendrement, là, devant tout le monde, scellant une promesse qui n'avait rien à voir avec la façade ou l'approbation des autres. Léo s'agrippa à ma main et leva vers nous un visage rayonnant. Son sourire illuminait tout, si fier, si sûr. Il s'était tenu debout pour nous comme il le pouvait, avec une bravoure que bien des adultes n'auraient pas eue. Du fond de la salle, ma sœur Manon commença à applaudir. D'abord timidement, tout bas, mais le son enfla peu à peu. Un à un, les invités se joignirent à elle. Certains souriaient, d'autres essuyaient leurs larmes. Les applaudissements roulèrent dans la grange, ni polis, ni forcés, mais vrais, chaleureux, vivants. Les musiciens, après avoir lancé un rapide regard interrogateur à Julien, commencèrent à jouer la première chanson que nous avions choisie pour la fête. Les premières notes douces de « La vie en rose » emplirent l'air, denses, sûres, comme un pouls régulier perçant à travers le chaos. Julien me tendit la main. « M'accorderez-vous cette danse, Madame Morel ?» demanda-t-il avec un large sourire. Je me mis à rire, un rire encore tremblant, mais authentique, et je glissai ma main dans la sienne. Nous avançâmes vers le centre de la salle. Les invités se retirèrent en cercle, nous laissant un espace libre, comme une île sûre qu'ils dessinaient autour de nous, pleine d'un soutien silencieux. Au-dessus de nos têtes, les guirlandes de lumière oscillaient doucement, et par les portes ouvertes de la grange entrait la brise du soir. Dans l'air se mêlait l'odeur des roses et celle de l'herbe d'été. Nous dansions, et Julien me murmura à l'oreille. « Il n'y a que nous. Le reste n'a aucune importance. » Je l'enlaçai plus fort, sentant sous mes mains la réalité solide de son corps, la certitude absolue qui vibrait dans ses mots. Vers le milieu de la chanson, Léo nous rejoignit. Il m'entoura la taille de ses bras et se blottit contre mon côté. Sans hésiter une seconde, Julien se pencha, le souleva dans ses bras et le garda entre nous. Tous les trois, nous tournoyions lentement sous la lumière des guirlandes, notre rire se mêlant à la musique. Peu à peu, tout autour de nous commençait à cicatriser. La fête semblait panser elle-même ses propres blessures. Famille et amis retournaient s'asseoir. Les conversations reprenaient, plus libres, plus légères. Les enfants ressortaient courir sur la pelouse, se poursuivant dans le crépuscule. Les assiettes se remplissaient, les verres tintaient de nouveau, et la vie avançait avec obstination, refusant de se laisser empoisonner par la haine d'un seul homme aigri. Ma tante Sophie s'approcha de moi, sourit doucement et m'embrassa sur la joue. « Tu es exactement là où tu dois être », me souffla-t-elle. Plus tard, lorsque le ciel s'assombrit et que les étoiles se mirent à parsemer le champ, la fête se déplaça peu à peu sur l'herbe fraîche à l'extérieur. Les gens venaient vers nous par vagues. Certains s'excusaient pour le comportement de Gérard, d'autres murmuraient des mots de soutien. Beaucoup se contentaient de nous serrer dans leurs bras, sans explication, sans discours superflu. Et à cet instant, je compris, l'important n'est pas la quantité de douleur qu'on t'inflige, mais la façon dont tu te relèves et continues d'avancer. Léo resta près de moi presque toute la soirée, sa petite main trouvant sans cesse la mienne dès que le bruit et la foule devenaient trop écrasants. Je me penchai et l'embrassai sur le sommet de la tête. « Tu m'as sauvée aujourd'hui »,
dis-je doucement. Il leva vers moi des yeux surpris. J'ai juste dit la vérité, répondit-il simplement. Parfois, le courage le plus pur s'exprime avec les voix les plus petites. Quand la nuit arriva enfin à son terme et que nous repartîmes, traversant un couloir de cierges magiques, je me retournai vers la grange qui brillait derrière nous. Je ne ressentais ni tristesse, ni peur. J'avais traversé le feu avec ceux que j'aimais plus que tout, et nous en étions sortis plus forts. C'était notre commencement, et rien, ni le murmure de la haine, ni l'ombre du doute, ne pouvait nous l'enlever. Le matin suivant le mariage, je me réveillai dans une chambre baignée de lumière. Léo était roulé en boule contre moi, et le bras de Julien reposait sur nous deux, lourd et rassurant. Sa respiration régulière m'enracinait dans ce début de nouvelle vie, doux et tranquille. Je restai longtemps immobile, laissant tout ce qui s'était passé trouver sa place à l'intérieur de moi. Le chaos de la nuit précédente, la douleur, l'humiliation en public, auraient pu facilement nous briser, mais au lieu de cela, il avait révélé quelque chose de bien plus puissant que tout ce que j'aurais pu imaginer. Plus tard, autour d'un café du matin sur la terrasse derrière la maison, Julien me couvrit d'un plaid et me serra contre lui. Le monde au-delà des champs s'éveillait, les oiseaux chantaient, l'herbe brillait encore de rosée. Tout semblait mis à nu, mais pur, comme si, après un long orage, l'air était devenu plus clair, plus honnête. « Je suis désolée que tu aies dû traverser tout ça, » dit doucement Julien. « Tu ne le méritais pas. » Je me blottis un peu plus contre son épaule. « Et moi, je ne regrette pas, » répondis-je. « Plus maintenant. Moi-même, je fus surprise par la sincérité de mes propres mots. Si Gérard s'était tu, nous aurions peut-être vécu des années sous un nuage invisible de désapprobation silencieuse, à nous demander sans cesse ce qu'on disait de nous derrière notre dos, à protéger notre bonheur comme quelque chose de fragile. Au lieu de cela, le pire avait été mis en pleine lumière. La pourriture avait été exposée, nommée et rejetée, non seulement par nous deux, mais par tous ceux qui comptaient vraiment pour nous. Julien déposa un baiser sur mon front et nous restâmes assis dans ce matin doré, sachant parfaitement que cette paix, nous l'avions gagnée. Au cours des semaines qui suivirent, quelque chose d'étonnant se produisit. Des amis qui, auparavant, gardèrent leur distance, se rapprochèrent. Les invitations commencèrent à affluer, pour des dîners de famille, des anniversaires, des soirées-jeux. Les gens, qui avaient vu la vérité de leurs propres yeux, cessèrent de nous considérer comme des étrangers. Même Olivier, qui jusque-là avait préféré se taire pour préserver une paix de façade, fit un pas vers nous. Lors d'un barbecue familial, il prit Julien à part et s'excusa pour toutes ces années de silence. Il promit que désormais, ce serait différent. Et, par la suite, ce fut vraiment le cas. L'absence de Gérard libéra un espace, et cet espace se remplit d'autre chose, de sincérité, de soutien, d'une vraie proximité. Plus personne ne marchait sur la pointe des pieds. Les histoires sur Élise, autrefois chuchotées, se mirent soudain à remonter une à une. On se souvenait de son rire, de sa gentillesse, de son amour vif et obstiné. Et Léo, pendant tout ce temps, grandissait. Il posait des questions, sur la vérité, sur le courage. Nous répondions aussi honnêtement que possible, lui montrant chaque fois que la vérité n'est pas faite pour punir, elle est faite pour guérir. Un soir, alors que je le couchais, Léo releva la tête de l'oreiller et demanda « J'avais peur, quand j'ai dit tout ça. Je croyais que tu pourrais être fâché. » Je repoussai une mèche de ses cheveux et lui souris. « Je ne pourrai jamais t'en vouloir pour la vérité, » lui dis-je. « Cette nuit-là, tu as été plus courageux que la plupart des adultes. » Il sourit à son tour, un petit sourire, mais fier, et ferma les yeux. En le regardant s'endormir, je compris. Voilà la vie que je voulais. Pas parfaite, pas sans douleur, mais vraie, construite sur un fondement capable de résister à n'importe quelle tempête. Des mois plus tard, lorsque Julien officialisa l'adoption de... Non, l'adoption de mon fils, au tribunal,
Pendant l'audience, le juge demanda à Léo s'il voulait dire quelque chose avant de signer les documents. Léo se tenait entre nous, dans sa plus belle chemise boutonnée, et hocha la tête avec sérieux. « Je voudrais juste dire, » prononça-t-il, « que Julien était déjà mon vrai papa avant. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est officiel. » Le juge sourit, et il ne resta pas un seul œil sec dans la salle. Quand nous sortîmes du tribunal, main dans la main, les nuages se déchirèrent et le soleil passa à travers, nous enveloppant de lumière. Ça ressemblait à un signe, mais c'était peut-être simplement la confirmation de ce que nous savions déjà. Une famille ne se construit pas seulement avec le sang, elle se construit avec des choix, avec un amour qui se lève et tient bon jusqu'au bout, quand c'est le plus important, avec le courage de dire la vérité, même quand on a peur et que la voix tremble. Ce jour où Gérard avait essayé de nous briser, il nous avait, sans le vouloir, offert autre chose. Il nous avait obligés à montrer qui nous étions vraiment, l'un pour l'autre et aux yeux de tous. Nous ne nous étions pas effondrés sous le poids de ses paroles. Nous nous en étions fortifiés, et c'est ainsi que nous avions avancé vers un avenir qui n'appartenait qu'à nous, plus fort, plus courageux et plus lumineux que tout ce que nous avions jamais osé rêver.